Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve au grand étang de Saint-Estèphe en Dordogne. Là, je suis pas en Charente, pour vous faire découvrir un tracé de près de plus de 13 km. Mais là, ça va être un tracé superbe. Nature et surtout, on a de l'histoire en pagaille de l'époque romaine jusqu'au XIIIe siècle. Donc, suivez-moi pour une très belle aventure en Dordogne et vous ne serez pas déçus. Cet épisode sera peut-être en deux parties, donc suivez-moi, allez c'est parti. Bon, on va bien commencer l'histoire, parce que, j'ai retrouvé mes notes, excusez-moi. Voilà, vous voyez ce lac qui se trouve ici, là, et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce lac. L'histoire raconte que les moines de l'abbaye de Badec, établis depuis le XIIe siècle, ne mangeaient pas de viande, ils mangeaient que du poisson. Pour élever des poissons, ils ont creusé ce grand étang dans cette région riche en eau. C'est un des lieux les plus remarquables de la commune. Là, vous voyez ici, là, tout ça, là, ça a été creusé par les moines, parce qu'ils ne mangeaient pas de viande, ils mangeaient que du poisson. Mais ça, on va aller à côté de cette abbaye, et je vous raconterai l'histoire vraiment de cette abbaye. Allez, on est parti. Et c'est magnifique. Voici ici qui est maintenant un restaurant, le moulin de la pêcherie du Grand Étang. Et là, il y a une mini-histoire, donc on va raconter cette petite histoire. Donc, à l'époque de Richard Cœur de Lion, l'histoire raconte qu'en 1199, Richard Cœur de Lion, qui venait d'attaquer le château de Nontron, a nourri ses troupes en vidant l'étang de l'époque. Cela ne lui porta pas chance puisqu'il mourut peu de temps après à Chalut, après avoir assiégé Piégut. Ce qui est sûr, c'est qu'un premier étang situé dans les queues de l'étang actuel a été agrandi vers 1300 par les moines du prieuré de Badec. Ensuite, nous allons raconter l'histoire de son grand moulin. Même si l'étang semble avoir été créé dans l'objectif premier de produire du poisson pour les moines, le moulin avait un rôle économique important. Comme de nombreux autres sur la Doue, moulin de Pinard par exemple, sur la commune de Bourdex attesté en 1247, il était équipé de 2 roues et produisait de la farine et de l'huile de noix. Exploité par la famille Robière-Meige jusqu'en 1947, il avait appartenu jusqu'en 1912 au célèbre marquis de Mallet, tour de Piégut, château de Puy-Charnoz. Donc voici un petit bout d'histoire de ce moulin. Allez, on y va. Par ici, il y a un petit cours d'eau qui passe par là. Nous, on continue par là. Et c'est vraiment agréable là, parce que on entend les oiseaux, on entend la nature, le printemps c'est vraiment installé. Voilà, ce matin, il fait un petit peu frais. On est dans une période un petit peu fraîche là. Mais bon, c'est pas grave. Et de toute façon, après, les températures monteront. Et regardez ça. La nature fait un petit pont. Mais
Là, c'est vraiment agréable. J'adore, j'aime bien, j'adore la Dordogne pour ça. Parce que la Dordogne aussi, comme la Charente, Dordogne c'est un peu plus vallonné. Là, on rentre un petit peu plus, entre guillemets, de la pré-montagne. Parce qu'après, plus on va en kilomètres, plus ça commence à grimper. Mais c'est vachement agréable, c'est super joli la Dordogne. Je vous invite à y aller aussi. On est vraiment à la frontière de la Charente ici. Donc on est à quoi, même pas une vingtaine de kilomètres de la Charente. Donc c'est vraiment très près. Mais là, on a des paysages. Et surtout aussi, ici en Dordogne, comme en Charente, point de vue historique, là, on est servi. Allez. Bon, on va sur la voie du bout du monde, donc est-ce que je vais tomber après? Je sais pas, ben, on découvre ensemble, allez. Voie du bout du monde. J'ai un truc sur le cœur là, j'ai un ressenti. On sent ici qu'il y a eu de l'histoire. On ressent, je sais pas comment vous dire, c'est chargé. Ouais, c'est chargé d'histoire. Voilà, autant la guerre de 100 ans, autant de la préhistoire jusqu'à maintenant, et surtout dans la période médiévale, on sent qu'il y a eu, ça, c'est lourd avec toutes ces batailles qui ont eu entre les Anglais, les Français, toutes ces guerres tous ces changements qu'il y a eu. C'est vrai quand vous, là je suis en plein milieu des bois là, mais on sent vraiment que l'air est chargé. C'est comme la forêt nous racontait son histoire. On pourrait dire que je suis fou, mais quand vous faites des randonnées comme ça, surtout moi qui adore l'histoire, et que vous laissez votre esprit gambader au gré de vos chemins, des fois vous avez des petites sensations, et voilà quoi, c'est ce que je ressens. Allez, alors, par contre on arrive à une petite maison qui est fort sympathique, là, maison en pierre, et nous on continue ce chemin.
derrière moi les vestiges de l'abbaye de Badex. Je me mets un petit peu plus loin parce que c'est une propriété privée et je vous raconte un peu l'histoire de cette abbaye. Allez. Juste derrière moi, nous avons le prieuré de Badex. Donc je vais raconter un peu l'histoire des moines. Donc les moines de l'ordre de Grandmont, c'est un ordre monastique catholique originaire du Limousin, fondé vers 1076 et dissous en 1772. Il était conforme à la réforme grégorienne. La règle que suivaient ces hommes était les plus sévères. Elles étaient encore plus strictes que celles des chartreux. Les moines faisaient vœu de silence, de pauvreté et renonçaient à toute nourriture carnée. Cette règle établie oralement par saint Étienne a été assouplie par la suite lors de la rédaction des préceptes du moine de Grosmont par Hugues de la Certa, qui nuance l'interdiction de manger de la viande. Il autorise les moines à manger du poisson, ce qui explique l'exploitation par ces moines du grand étang de Saint-Estèphe ainsi que l'étang Grolier au nord de Piégu, puis Vert. Donc voici l'histoire stricte ordre du Grosmont. Et grâce à eux, il y avait un tout petit étang, mais c'est eux qui ont en fait agrandi l'étang, creusé. Donc imaginez en ce temps-là l'énormité des travaux. Parce que maintenant, avec l'érosion, il y a plus de 1000 ans, et avec l'érosion, tout ça, ça s'est agrandi. Ils ont fait, pareil, maintenant au 19e siècle, tout ça, on a fait quelques travaux d'aménagement et peut-être d'agrandissement. Mais voyez un peu l'énorme travail qu'ont fait des moines. Des moines. Donc vœu de silence, pauvreté et manger que du poisson. Donc voici la très belle histoire de ce prieuré. C'est dommage qu'il tombe en lambeaux. C'est un peu déchirant parce que c'est vraiment une histoire et un patrimoine qu'il faut vraiment essayer de préserver, et en espérant par la suite que j'espère qu'il y aura quelqu'un, je crois qu'il y a quelqu'un qui habite dedans, mais que quelqu'un pourra aider cette personne à restaurer cette abbaye. Et j'ai un très bel accueil. Bonjour mademoiselle. Ah, vous n'êtes pas vieille, hein? Ah oui. Pas très longtemps que vous êtes de ce monde. Bonjour mademoiselle. Ah, puis là on a que des curieuses. Avec un beau paysage au fond derrière. Bon, comment allez-vous mademoiselle? Ça va, ça se repose, vous dormez bien, vous mangez bien? Allez, je vous laisse tranquille, puis moi je continue mon chemin. Allez, à bientôt mademoiselle. Vous voyez comme moi, le menhir. Et c'est parti, on se dirige vers le menhir. Allez, je vous fais montrer le menhir et ensuite je vous raconte son histoire. Passons à l'histoire du menhir. Alors le menhir, que c'est un menhir? Un menhir est une pierre dressée, plantée verticalement. Il constitue l'une des formes caractéristiques du médalitisme. Les menhirs se rencontrent de façon générale un peu partout en Afrique, en Asie et Europe. Mais c'est en Europe de l'Ouest qui sont le plus répandus. Dans cette région, ils ont été érigés au néolithique, pour la plupart entre moins 1400 à moins 2500 avant Jésus. Le terme menhir est construit à partir du breton maen, pierre, et ir, longue. Le matériau employé dépend de la région, granit, porphyre, etc. Leur taille varie fortement de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres de hauteur. La pierre
peut être taillée en forme de colonne d'amandes, de dalles anthropomorphes, etc. ou avoir été plantée telle qu'elle, plus ou moins brute. Leur forme générale est toutefois généralement irrégulière et légèrement carrée, souvent fuselée vers le sommet. Les menhirs étaient placés près d'un point d'eau, près d'une tombe, souvent sur une pente qui devait avoir un sens symbolique. Ils sont parfois gravés de formes straites, lignes, spirales, etc. ou d'images d'objets. Maintenant, on raconte un peu le menhir de Fixar. Cette pierre levée se présente telle une aiguille de granit de 2,50 mètres de haut et sur 1 mètre d'épaisseur. Ce n'est qu'au cours d'une deuxième visite de solstice de juin que le conservateur du musée de Genève confirmait son authenticité. Ce monument préhistorique est rare en Périgord. On trouve également quelques dolmens. Vous pouvez aller voir celui-ci de Brantôme. Donc vous pouvez aller voir celui de Brantôme. Était-il planté sur un point d'eau? L'eau captée dans le chemin à quelques mètres le prouverait. Et moi, j'ai encore une petite anecdote sur. J'ai fait quelques recherches comme bébé. Donc j'ai une petite feuille. Hop, attends, excusez-moi. Hop, et voilà. Le village de Fixar, non loin de Lancojamé, au nord de la commune, intimement lié au menhir que l'on trouve à proximité. En patois local, le mot fixou signifie dard d'abeille, et c'est en référence à cette pierre dressée que le hameau a pris son nom. Aux alentours, la découverte de haches, de silex poli et de pièces divers renforce l'idée d'une occupation gauloise. Une autre dalle couchée à proximité pourrait être un second mégalithe. Donc voici vraiment l'histoire de superbe pierre, et nous on continue notre... Allez, vous voyez, encore une très belle découverte d'un menhir. Donc celle-là pourrait dater vraiment du néolithique. Et vous voyez, des fois les menhirs, les Gaulois, avec les druides, aussi les menhirs, c'était en fait leur culte. La magie, pour aller au combat, pour se soigner. En fait, les druides étaient la référence ancienne avec les esprits. Donc un petit peu un chaman. Et on n'est pas loin de la frontière charentaise, en Dordogne, tout ce qu'on a à proximité de chez soi. Là, ça fait une petite 50aine de kilomètres et vous avez vraiment de l'histoire à foison. Nous sommes dans le petit village de Fixar, là où on est